Allez, on est parti pour la suite de Y'a plus qu'à, bien évidemment. On continue. On va parler des automnales. Les automnales, c'est du 16 au 19 octobre au Mans, des concerts, un festival de musique classique. On va reparler parce que ce terme de classique, moi, m'interroge toujours. Je reçois Patricia Monsâtre. Bonsoir Patricia. Bonsoir Jean-Christophe. On va parler donc des automnales dans un instant et on a la chance d'avoir un musicien avec nous, Marin Trouvé. Bonsoir Marin. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. On va pouvoir découvrir votre instrument tout à l'heure. On va pouvoir le découvrir. Est-ce qu'on peut d'abord, s'il vous plaît, Patricia, présenter voilà, le cadre de ces automnales, le fil conducteur, si je puis dire. Alors, les Automnales 2014, c'est la 7e édition de ce festival qui a été mis en place il y a déjà quelques années. Donc, c'est du 17 au 19 octobre, comme vous le disiez. C'est 13 concerts sur 3 jours dans 4 salles différentes. Donc, un marathon pour les spectateurs, mais de belles occasions aussi de découvrir tous les styles de musique, les esthétiques différentes et des instruments tels que l'alto, comme Marin, on joue donc au conservatoire, puisqu'il l'enseigne aussi. L'ensemble Cénoman, donc constitué essentiellement des enseignants, artistes enseignants du conservatoire, donc participe à ces automnales aux côtés de l'ONPL. Alors, l'ONPL, l'Orchestre national des Pays de la Loire, qui vient donc... Pour que tout le monde suive, parce que tout le monde ne connaît pas, les abréviations. Donc justement, découvrons et expliquons ce qu'est l'ONPL. Donc l'ONPL, oui, c'est la formation régionale de musique classique. Parce qu'on n'a plus de formation au Mans. Hein. Si, l'ensemble Cénoman, la formation du Mans et l'ensemble Cénoman qui est rattaché au conservatoire. Ça y est, je me coordonne. Si vous raccrochez les wagons. Je raccroche les wagons et j'ai tout compris. Cénoman, c'est la Sarthe, c'est le Mans, et l'Orchestre national des Pays de la Loire, c'est l'étage au-dessus en région. La région, voilà. J'ai tout compris, Patricia. On peut continuer. Qu'est-ce qu'on va trouver cette année dans ces automnales ? L'ensemble Cénoman se produira 6 fois. Dans 4 salles donc, et on commence le 17 octobre, concert d'ouverture sous la direction de Florent Pujuila, avec le soliste Marin Trouvé donc, qui nous interprétera un concerto de Bartók, qui est juste en face de nous. Voilà, pour alto. Donc ce concert-là se déroulera au Quinconce, la nouvelle salle qui a été inaugurée il y a peu de temps. Ensuite, on continuera avec un autre concert de musique de chambre entre 2 films qui se produira le samedi après-midi à 15h30 à la salle des concerts. Donc 3 musiciens, violoncelle, David Harlé, Irina Spirko au piano et Muriel Rimbaud à la clarinette. C'est un petit clin d'œil à Nino Rota et Benjamin Frankel, qui sont connus surtout pour leur composition de musique de film, mais là on les découvrira dans d'autres registres, justement d'autres œuvres qu'ils ont écrites, qui n'ont pas été reprises par les cinémas. D'accord. On continuera donc le samedi après-midi à la chapelle de l'Oratoire avec un duo de chanteurs, Isabelle Sokoja qui est la mezzo-soprane du conservatoire, qui enseigne donc le chant, et Éric Mahé, baryton. Donc c'est accompagné par un organiste, puisque ça se passe à la chapelle, sur les grandes orgues, Vincent Grappi, qui va les accompagner sur ce concert. Donc c'est à 18h30. Et on finira le dimanche matin, nous, notre marathon au niveau du conservatoire, par le concert des pianistes. 4 pianistes sur 2 pianos. Parfois même, ils se font à 8 mains, donc 2 par piano. Et c'est vraiment un beau moment à partager aussi ce dimanche matin. Et original, oui. Alors là, c'est en fait 4 pianistes qui interprètent des œuvres inspirées d'œuvres littéraires pour illustrer en fait le destin parfois tragique du peuple russe. Je lis un peu mes papiers parce que ce sont des compositeurs peu connus qui ont écrit en s'inspirant d'œuvres littéraires, et on a la chance d'avoir un compositeur qui interprétera son œuvre sur scène, qui s'appelle Dimitri Negrimovski. Et ça aussi, c'est plutôt rare. Ça, c'est plutôt rare parce qu'on a plutôt tendance dans la musique classique à interpréter des compositeurs qui sont déjà partis depuis très longtemps. Qui sont morts, voilà. C'est voilà. Très clair. Alors, voilà. Qui sont morts. Bon, on va en parler avec vous, si vous voulez bien, Marin, de ces concerts. Alors, Bartók. Moi, Bartók, ça me rappelle les exercices de piano. Hein. D'accord. Ah, mais il fait pas que ça, hein, mais ça me rappelle d'avoir passé des heures sur la méthode Bartók. Mais là, qu'est-ce que vous avez proposé de Bartók ? En fait, c'est la dernière œuvre qu'il a écrite. Il l'a écrit en 1945, donc il a commencé à l'écrire quelques mois avant de mourir.
il a écrit alors qu'il était exilé aux États-Unis. En fait, il avait fui l'Europe qui était écrasée par les dictatures à l'époque. Et en fait, il a reçu une commande du plus grand altiste de l'époque, qui était William Primrose, un Écossais. Il s'est mis au travail, il a composé, et quelques mois avant de terminer, en fait, il est mort. Du coup, le concerto a été terminé par un de ses amis, qui a réalisé l'orchestration. C'est-à-dire, en fait, Bartók, il avait écrit la partie du soliste, une partie de piano. Il avait déjà toutes les idées dans la tête pour l'orchestrer, c'est-à-dire quel instrument allait jouer quoi. Et c'est un ami qui l'a fait parce que lui n'a pas eu le temps de le finir. Si on va faire une analogie plus moderne, il a fait un peu l'arrangement, quoi, son ami. Voilà, exactement. L'ami a fait l'arrangement et... l'idée était là, le cœur de l'œuvre était déjà là. Voilà. Tout est sur manuscrit, quoi. Est-ce qu'on peut parler de votre instrument, justement? Est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu? Parce que vous enseignez l'alto au Conservatoire du Mans. Voilà, je suis prof d'alto depuis 6 ans. La différence avec le violon, déjà? Parce que c'est vrai que quand on le voit, on pourrait penser tout de suite au violon. Voilà, alors je pense que quelqu'un qui connaît pas vraiment le milieu, il confond tout de suite. En fait, la grande différence, c'est qu'il est un peu plus grand, environ 4 cm, c'est pas énorme, mais ça compte beaucoup. Ouais. Il est un peu plus grand, il est un peu plus grave. C'est-à-dire que le violon, il a pas cette corde-là. D'accord. Il en a 4 aussi, mais il en a une plus aiguë, mais il n'a pas cette corde grave. Il n'a pas ça. Et du coup, ça permet d'avoir une palette, une couleur différente du violon? Ça permet d'avoir une couleur différente. En fait, ce qui est écrit pour alto par rapport au violon, c'est beaucoup plus... C'est un répertoire plus, on va dire, plus chaleureux. Souvent, les compositeurs écrivent pour alto à la fin de leur vie. C'est-à-dire que c'est propre à... Il y a une émotion voilà, en fait, c'est proche de l'humain, un peu comme plus les instruments, enfin, si on parle de contrebasse, etc., on trouve toujours qu'ils ont un peu cet esprit un peu humain. Oui, exactement, en fait, on dit souvent que c'est très proche de la voix humaine. C'est propre à exprimer les sentiments assez intimes, quoi. Du coup, l'alto, on ne le retrouve pas dans toutes les pièces, du coup. Il n'est pas présent à chaque fois dans l'orchestre, si? En fait, si. Si, mais d'habitude, c'est vrai qu'il a un rôle assez caché. Voilà. Il est assez caché. Souvent, c'est un rôle moteur, rythmique. C'est assez rare de l'avant en soliste, c'est vrai. Bon, bah écoutez, on pourra en parler des heures, mais malheureusement, il faut qu'on continue l'émission. En tout cas, voilà, on a bien noté tous ces concerts, on a donné le site internet parce qu'on a vu le programme était vaste et chargé, je le rappelle. Je dirais que les gens qui veulent venir à ces concerts se dépêchent d'aller réserver parce que la plupart sont déjà bien remplis. Bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle, oui. Ça augure Alors, précipitez-vous pour les automnales, c'est jusqu'au 19 octobre. Est-ce que vous êtes geek, Patricia et Marin? Patricia, non. Est-ce que vous êtes geek, Patricia? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, est-ce que vous aimez les nouvelles technologies? Non, pas trop. Pas du tout. Pas trop. Je l'ai senti. Bizarrement, je l'ai senti. Marin, est-ce que vous êtes geek? Bah, je suis pas accro, mais... Vous aimez bien quand même un petit smartphone qui fonctionne bien. Bon, bah écoutez, on va geeker alors si vous voulez bien, Patricia. Eh ben, je vais apprendre. Respirez à grands coups, ça va bien se passer. Il n'y a plus qu'à geeker avec Pierre Denis, on y va. Ah, je vous ai encore trouvé des gens fans de nouvelles technologies. Mais c'est pas grave, ça me fait des gens à motiver, voilà. Il faut leur apprendre, c'est plutôt une bonne chose, moi je trouve. Esther, juste avant, avec quelqu'un qui n'aimait pas le cinéma. Donc, vous voyez, Vous avez fait des plateaux en conséquence. Voilà, exactement, je fais exprès. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, bah vous aimez peut-être pas les geeks, ou tout du moins la geekerie, entre guillemets, mais vous connaissez peut-être le réflexe de Pavlov. La punition pour réussir à... vous le faites peut-être, sait-on jamais, dans vos cours d'alto, pour réussir à avoir un résultat qu'on connaît notamment avec les chiens. Ce principe-là a été utilisé et des gens un peu bizarres ont mis au point un bracelet qui s'appelle le Pavlok. Et qui en fait est un bracelet, comme vous pouvez le voir, plutôt design, qui prend votre pouls, qui prend, qui a votre rythme cardiaque, qui compte votre nombre de pas, qui aussi, je crois, vérifie votre sommeil, etc. Mais vous pouvez, en plus de tout ça, lui donner une fonction décharge électrique qui peut aller de « oulala, ça va » à « on a perdu Patricia, là. On a perdu Patricia. Aïe, 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 ça m'incite pas à essayer, moi je vous le dis. Mais si, vous avez certainement des vices dont vous voulez vous séparer. Donc par exemple, moi, malgré ma minceur extrême, je me dis peut-être ça pourrait être très intéressant sur mon réfrigérateur. Dès qu'il détecte que je l'ouvre,
Une décharge électrique, ah ben, je peux vous rassurer, je pense que d'ici 6 mois, j'ai perdu 30 kilos. Non, j'en parle parce qu'en fait, ça a eu une explosion sur Internet. Vous connaissez maintenant depuis le financement participatif, des gens qui ont une idée, qui la mettent sur Internet et ils demandent aux internautes de donner de l'argent. Ça a été financé, ils demandent $100 000, ils ont eu 88 000 en 2 jours. Donc autant dire que c'est quasiment déjà fait. Beaucoup de gens en veulent, je pense que ça verra le jour. Donc voilà, le sadomaso geek est là. Enfin, maso. C'est flippant, hein. C'est un peu flippant. Allez, on continue. J'espère que c'est pas flippant toute la chronique, parce que Patricia, voilà. C'est mignon comme tout. La civière. Ça s'appelle le Romokart, en fait. C'est donc Romokart comme karting. Vous avez des petits... comment dirais-je ? Des petites voiturettes que vous contrôlez avec une télécommande, donc juste là, rien de bien fou, sauf qu'en plus de tout ça, vous avez quelque chose qui va scanner votre intérieur. Vous allez avoir un petit projecteur tout petit, donc on appelle ça un picoprojecteur, qui va mettre au sol un terrain. Et après, donc ça va détecter les bords, etc. Vous allez pouvoir mettre des bananes, comme dans Mario Kart, vous allez pouvoir envoyer des missiles, etc. Les intercepter avec la jambe, par exemple. Et en plus, vous pouvez mettre votre iPhone dessus, qui fera des petites bouilles mignonnes, etc. Et qui vous permettra, je crois aussi, de prendre une vidéo de votre action folle. Je trouve ça... C'est pas encore sorti, c'est à l'état de projet, c'est mignon, c'est un peu... C'est ludique et ça reste... Ouais, mais ça, c'est marrant, ça. Ça reste enfantin. Ça sert à rien. Ça me plaît. Si à s'amuser... Ah oui. Je savais pas s'amuser. Peut-être. Je suis très pragmatique. Oh là là. J'ai peut-être touché un point sensible. On terminera avec du scientifique. Ça va vous plaire. Allons-y. Une exomain, en fait. Alors, est-ce que c'est quoi, une exomain ? Une exomain, en fait, c'est comme un exosquelette, c'est quelque chose qui va venir au-dessus de vous, donc comme vous pouvez le voir sur l'image, un petit squelette de main. En fait, c'est quoi l'intérêt ? C'est qu'on a de plus en plus de technologies 3D qui vous permettent de voir dans l'espace des sphères en 3D, vous voyez, avec le Kinect ou des choses comme ça de chez Microsoft, de la réalité augmentée. Et bien, cette petite machine, elle va reproduire le toucher des objets que vous allez prendre. Ça veut dire que si sur de la réalité virtuelle, vous allez pouvoir toucher des choses, etc. Et ça va reproduire la sensation de le prendre. Donc vous allez vraiment pouvoir avoir l'impression de prendre une boule et de la déplacer, etc. J'en parle parce que je trouve que c'est toujours une révolution. Pour le moment, on ne voit pas forcément l'intérêt. Moi, j'y vois souvent un intérêt médical. Vous êtes de plus en plus, on utilise des robots en médecine, sauf que vous sentez pas ce que vous touchez, vous sentez pas si vous allez le chercher correctement. Je me dis que ça peut être une solution formidable pour sentir si on est en train d'arracher le cœur, d'être sûr qu'on le fait correctement. Voilà, quand on opère à distance, la biotechnologie, ça peut parfois permettre à un chirurgien spécialiste d'opérer à plusieurs milliers de kilomètres d'un patient. Donc c'est pas si mal quand même de temps en temps. C'est même formidable. Allez, Patricia, je vous laisserai avec Pierre tout à l'heure. Il va vous expliquer tout ça. On va attendre 2 secondes pour lancer la suite parce que je vais présenter la suite. Non, on est pressé que je parte, je le sens. Petit boui-boui. Merci, mon cher Marin. Très bon concert en tout cas avec Bartok. Merci Patricia. À très bientôt sur le plateau d'Il plus qu'à pour vos prochaines manifestations. Merci mon petit Pierre. On va aller du côté de la collégiale Saint-Pierre-la-Cour où je me suis rendu pour rencontrer François Ardet, le directeur des musées du Mans. Il nous présente la dernière exposition à la collégiale, du coup, c'est à Bernadette Chenet. On y va. Et je vous le disais, on se retrouve à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour pour l'exposition de Bernadette Chenet. Je suis accompagné de François Arnet. Bonjour François. Bonjour Jean-Christophe. Alors on va découvrir cette exposition de Bernadette Chenet, mais avant, un petit mot sur ce lieu qui accueille l'exposition. Oui, la collégiale Saint-Pierre-la-Cour est un lieu magnifique et surtout qui se prête très bien à la présentation d'art contemporain. Et la confrontation entre l'architecture ancienne et la création d'aujourd'hui donne des résultats absolument magnifiques, me semble-t-il. Un écrin formidable pour les expositions. Et là, on a un cas un petit peu particulier puisque Bernadette Chenet crée des œuvres en fonction du lieu où elle expose. Oui, tout à fait. C'est une artiste qui est très attachée à la confrontation avec les espaces, avec l'architecture et qui crée des œuvres en fonction du lieu dans lequel elle expose. C'est pas du tout des œuvres en série en quelque sorte qui peuvent être présentées n'importe où. Et vraiment, il y a une adéquation, un équilibre, une harmonie très forte recherchée entre les œuvres qu'elle crée et l'espace, mais aussi avec la tradition du lieu dans lequel elle expose, la vie des gens, la mémoire, l'histoire. Et donc, il y a vraiment un lien très fort entre ces créations et les lieux d'exposition.
Alors là, elle a choisi pour exposer ici une matière bien connue en Sarthe. Elle a travaillé le bois. Oui, elle s'est vraiment impliquée dans ce travail en allant rechercher dans les forêts de la Sarthe, puisque en fait elle a travaillé en partenariat avec un exploitant forestier qui est à Avoise, près de Sablé, et où elle a choisi des arbres dans la forêt, et ensuite elle a travaillé avec la scierie pour l'abattage, le débitage des arbres et la création de ses œuvres. Alors au-delà de la matière, elle a aussi travaillé une autre matière, si je puis dire, qui est le son, puisqu'on a une interactivité sonore avec les œuvres. Oui, c'est une dimension qui est un peu nouvelle dans son travail, et la volonté d'avoir du son qui soit créé qui provienne de l'œuvre elle-même, de la matière elle-même, et non pas un son qui vienne donner une ambiance en quelque sorte. Et en outre, le bois, la résonance du bois est quelque chose qui est évidemment toujours magnifique, et qu'elle a travaillé ici en liaison à la fois avec le laboratoire d'acoustique de l'université du Maine qu'elle a contacté, mais aussi avec un luthier qui l'a secondé dans son travail pour faire résonner la matière et le bois. Alors on a un lieu là qui nous permet en plus de travailler le son, puisqu'on a une belle résonance sur ce lieu. C'est-à-dire qu'on va toucher les œuvres quand même là pour le coup. Ça c'est plutôt original aussi. Oui, alors on touche pas entièrement l'œuvre elle-même, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui sont fragiles, notamment vous verrez la grande œuvre en chêne qui est au centre, qui est simplement, les planches sont simplement posées les unes sur les autres, il n'y a aucune fixation, aucune vis, aucun point de colle, mais en même temps c'est vrai que c'est ça qui est très extraordinaire aussi dans cette exposition, c'est qu'elle a voulu laisser aux visiteurs en quelque sorte l'initiative de la création du son, c'est-à-dire que en fonction de la façon dont le visiteur va utiliser les boules de bois on a les petites boules qui nous permettent de résonner le bois. Le bois, eh bien l'intensité, la rapidité, le rythme du son va être à chaque fois nouveau. Donc c'est une œuvre qui est en création permanente, on pourrait dire. Bernadette Chenet, alors on est dans l'abstraction, dans la géométrie, c'est son mode de fonctionnement sur cette exposition. Oui, enfin oui, bien sûr, c'est une forme d'abstraction. En même temps, c'est très ancré dans la réalité de la matière, comme on peut le voir. Faire aussi découvrir, faire ressentir d'une manière peut-être plus intense, plus profonde la beauté, le sens même de ce matériau, et avec la volonté aussi d'inscrire les œuvres dans un espace, comme on le disait tout à l'heure. Et donc c'est ce qui est tout à fait remarquable, je trouve, dans ce travail. Son point de départ, c'est le matériau qu'elle utilise et qu'elle va décliner. Oui, tout à fait. Elle a travaillé sur de nombreux matériaux. Elle a une formation au départ de lissière, c'est-à-dire qu'elle a fait des tapisseries, si on peut dire. Elle a été très influencée par la tapisserie contemporaine. Et puis, progressivement, elle a cherché aussi à s'inscrire dans un espace, dans un volume. Elle a travaillé aussi beaucoup avec les papiers journaux pour faire des sortes d'accumulations, de montage, de déploiement. Et puis, plus récemment, avec d'autres matières comme le bois, l'osier. Elle avait fait une très belle exposition à Ancenis avec de l'osier. Donc, c'est vraiment utiliser la matière dans ce qu'elle a de plus noble, si on peut dire. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle recrée un peu dans ses œuvres, dans cette projection, une sorte de paysage, de plan de vue? Ah oui, il y a une très grande proximité de la nature chez elle, et en même temps, c'est pas seulement évoquer la nature, par exemple le bois, les forêts, mais c'est aussi redonner un nouveau sens peut-être par les formes, par la façon dont les différentes pièces sont assemblées entre elles pour composer un volume, une forme tout à fait nouvelle, tout à fait improbable. Écoutez, cette exposition est en tout cas à découvrir, on le disait, à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour. Merci François d'être venu nous la présenter dans ce très joli lieu. On reste ensemble bien sûr, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Yapplica, c'est juste après quelques publicités, à tout de suite.